Bonsoir à tous, merci de finir le week-end avec nous. Voici les titres de ce dimanche 9 novembre. Dernier rendez-vous au Brésil pour le Prince Albert II avant le lancement de la COP30 ce lundi. Le souverain a visité hier l'Institut Ayrton Senna de Sao Paulo où il s'est remémoré les succès de la légende de Formule 1 à Monaco. Nos correspondants sur place nous raconteront. Mauvaise soirée pour l'AS Monaco FC hier au Stade Louis II en Ligue 1. Les ACMistes ont accusé une lourde défaite face au club de Lens, laissant même place à de vives remontrances de leur directeur général Thiago Scuro que vous entendrez. Alors que la COP30 débutera demain au Brésil, nous parlerons environnement avec cette fois un nouveau livre qui tente de questionner le grand public sur la crise climatique. Intitulé « La planète a besoin de nous », il est signé Daniel Boeri qui sera notre invité ce soir. Enfin, si vous aimez les saveurs asiatiques et n'avez pas peur des surprises, nous vous emmènerons à la découverte du menu omakase au restaurant Nobu Monte Carlo situé au Fairmont. Une pépite à découvrir à la fin de ce journal. Alors que Sao Paulo vibre actuellement au rythme du Grand Prix du Brésil, le Prince Albert II a profité de sa présence en Amérique latine pour rendre une visite amicale à l'Institut Ayrton Senna, l'occasion de revivre les succès de la légende brésilienne à Monaco, mais aussi de découvrir l'engagement d'un homme pour son pays. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. S'il y a un pilote de Formule 1 dont le nom est à jamais gravé dans l'histoire du Grand Prix de Monaco, c'est bien celui d'Ayrton Senna. C'est en principauté que le Brésilien a écrit une partie de sa légende et s'est fait un nom, le roi de Monaco. Il a signé 6 victoires sur le circuit monégasque, un record qui n'a pas encore été égalé. C'est cet héritage que le prince Albert II a pu découvrir à Sao Paulo, à l'Instituto Ayrton Senna. Une exposition a été spécialement préparée pour la visite du souverain. Le casque que la légende brésilienne porta en 1987 pour son premier succès en principauté, le volant de sa McLaren victorieuse en 1993 ou encore des coupes du Grand Prix de Monaco permettent de renouer avec la magie d'un pilote hors du commun. The fact that he's so alive in people's memories, in people's hearts, shows that he not only was an amazing sports person, but also a human being that connected in a deep level with people. And here in Brazil, obviously, it's amazing. Cet héritage, la famille d'Ayrton Senna l'entretient depuis sa tragique disparition en 1994. Et au-delà du pilote qu'il était, le Brésilien était un acteur engagé pour son pays. Depuis 30 ans, une fondation porte son nom. Elle œuvre en faveur de l'éducation de la jeunesse brésilienne et a déjà soutenu 39 millions d'élèves à travers le Brésil. Ayrton Senna used to say, if you change something, we need to start with children through education. And with this belief, we founded the Ayrton Senna Institute in 1994, months after his accident. And Viviane Senna carried forward his dream, and since then, we fully dedicate to improve the quality of education in Brazil. Les exploits et l'engagement d'Ayrton Senna sont gravés dans la mémoire du sport automobile, mais aussi dans l'esprit de tous ces jeunes que l'Instituto a pu aider. Il restera un champion au grand cœur. De la Formule 1 au football, soirée difficile hier pour Monaco qui s'est contenté que d'un seul petit point contre 4 pour le RC Lens dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Au stade Louis II, les hommes de Sébastien Pocognoli se sont laissés complètement dépasser avec 3 buts encaissés rien qu'en première période. À l'issue de la rencontre, le capitaine Denis Zakaria et le directeur général de l'AS Monaco, Thiago Scuro, sont revenus sur cette défaite en appelant au calme et à la remise en question. Le directeur qui en a d'ailleurs aussi profité pour pousser un coup de gueule sur l'arbitrage français. Écoutez. I don't like much to talk about referee, but sometimes, unfortunately, is needed. For me, it's not acceptable that this situation is a red card, especially when you see his own criteria inside the game. We had other actions similar during the game, which was nothing. We don't understand why the VR didn't interview on this situation, because clearly Balo touched on the ankle or above. By the rules, shouldn't be a red. Of course, that the card had a massive impact on the game. But again, you guys are following. We have many mistakes everywhere in the league. As far as we only discuss the mistakes on the pitch and not the organization that there is behind the referees, who is coaching the referees, who is guiding them, we are not going to develop, we are not going to progress. We're going to keep here on the surface talking about mistakes weekly by weekly, which is not good for the product, for our league and French football. Ouais, frustrant, je pense que voilà, on n'a pas fait le match qu'il fallait et ça a été encore plus dur à 10. Donc ouais, vraiment déçu de cette défaite.
Clairement, je pense que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui on a donné les buts malheureusement. Mais c'est le foot, ça fait partie du jeu et on doit être aussi meilleur là-dessus. Et voilà, je pense qu'on a perdu en équipe aujourd'hui, on ne va pas cibler les erreurs. Tout autre chose, depuis leur jumelage en 2023, c'est la tradition. Monaco et Dolce Acqua organisent une marche symbolique chaque année pour célébrer les liens d'amitié et d'histoire qui unissent la principauté et la commune italienne. Si le parcours permettait jusqu'alors de rejoindre l'une ou l'autre localité, les choses sont désormais un peu différentes, comme vous allez le voir dans ce reportage de Sarah Nkari et Arnaud Imbert qui ont suivi le groupe hier matin. Le rendez-vous est fixé à 9 h dans la cour d'honneur de la mairie. Plus de 70 personnes ont répondu à l'appel des élus monégasques qui organisaient à leur tour la marche Monaco Dolce Acqua, devenue tradition. Une tradition qui a d'ailleurs quelque peu évolué. L'année dernière, le maire de Dolce Acqua, mon ami Fulvio, m'avait dit on va vous faire découvrir le territoire autour de Dolce Acqua et les 5 communes qui avaient signé ce serment au prince de Monaco. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que nous on ne fasse pas la même, de faire découvrir notre territoire, bien évidemment étendu aux communes limitrophes, mais où on peut avoir une belle vue sur Monaco et surtout un peu de notre histoire. Et donc on a convié les amis italiens, mais pas que, également les amis monégasques, les gens du pays, qui viennent participer avec nous. On va faire une belle découverte, je pense, en passant par les communes limitrophes, Beau Soleil, La Turbie, Cap d'Aille, et retour ici en Principauté. Era un'occasione simpatica di fare una passeggiata tutti insieme e scoprire dei posti che normalmente non avremmo visto. Encore quelques papotages, une dernière douceur, histoire de prendre des forces, car il va en falloir, même si le parcours est un peu plus réduit que celui de 40 km permettant de rejoindre Dolce Acqua. Il faut en avoir sous le pied. Un peu fatiguée, je dois dire la vérité, parce qu'il y a beaucoup d'escaliers. Mais ça va, ça va. Un grand plaisir d'être avec notre ami de Monaco, en fait. En plus de se dépenser et de se retrouver, la balade permet de se cultiver. À chaque stop, son lot d'anecdotes, comme ici, au parc de Grima, à Beau Soleil. En l'an 7 avant Jésus-Christ, les Romains, après avoir vaincu les Ligures, construisirent à la Turbie le trophée d'Auguste. Et ce regroupement prend une signification particulière puisqu'il se tient durant la semaine anniversaire du jumelage entre Monaco et Dolce Acqua. Nous parlons très souvent dans ce JT des problématiques environnementales, comme avec la présence du prince Albert II au Brésil avant la COP30 qui débutera demain. Dans le même thème, Daniel Boeri, l'ancien président de la commission culture du Conseil national, vient de publier « La planète a besoin de nous », un livre dans lequel il dresse à sa manière un bilan des causes et effets du dérèglement climatique. Et il est notre invité. Bonsoir Daniel Boeri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. Je le disais, on parle énormément de la crise environnementale dans ce JT, de toutes les initiatives qui fleurissent ici et là. Comment se démarque votre ouvrage? Qu'est-ce qu'on y trouve? Dans mon ouvrage, on y trouve les éléments essentiels. C'est pour ça que je l'ai appelé « La planète a besoin de nous », car l'idée, c'est des difficultés qu'on rencontre. D'une part, on a tendance à demander à tout le monde de faire les mêmes réponses, alors que chacun est indépendant. Il y a un besoin de solidarité. Et par ailleurs, la solidarité doit être internationale, parce qu'il y a 48 pays qui ne peuvent pas déjà assurer la vie de leurs citoyens. Donc, cette solidarité, ce n'est pas simplement entre nous, c'est avec le monde entier. Et ce que j'évalue dans le livre, c'est qu'elle devrait être au moins de 5% du PIB. Donc ce sont des constats à la fois économiques et environnementaux. Exactement. Ce n'est pas une question écologique, c'est une question de survie. Aujourd'hui, depuis le 25 juillet, l'humanité vit à crédit sur la planète. Nous consommons 1,7 planètes par an. Et si nous ne faisons rien, en 2030, on consommera 2 planètes. Et aujourd'hui, on vit à crédit depuis le 25 juillet 2025. Je sais que vous avez beaucoup voyagé, Daniel Boeri. Est-ce que c'est sur vos explorations et pérégrinations que s'appuie votre livre, ou bien vous empruntez également des informations à d'autres sources ? Ah bien sûr, j'utilise des sources, je ne suis pas spécialiste du climat. Bien sûr, j'ai une vision d'ensemble et je vais
chercher les réponses là où des experts les ont données. Sauf que les experts, parfois, se trompent. Et de la même temps, donc, ça augmente le nombre de climato-sceptiques qui, en France, sont de l'ordre de 30%. Le prince Albert II a lui-même préfacé votre livre. Il y écrit, je cite, « Cet ouvrage expose un constat lucide sans être alarmiste ». C'est très intéressant parce que l'objectif, c'est aussi d'alerter sur la situation. Mais comment justement vous alertez sans être alarmiste? Où se situe la frontière? Et la frontière, c'est la rencontre avec le public et répondre aux questions et non pas d'alarmer comme, comment dire, comme les climatiques, quoi. Je suis vraiment tranquille et c'est ça qui me paraît important, c'est de donner envie aux gens de se mettre en question. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit effectivement de donner envie de regarder le climat avec ses conséquences. Le prince souverain reconnaît que vous êtes lucide sans être alarmiste, mais vous êtes aussi et surtout optimiste. C'est une grande qualité quand on parle environnement. Votre dernière partie est en effet intitulée « Un bilan moins sombre qu'on ne le croit, des raisons d'être optimiste ». Alors pour finir, quelles sont ces raisons en résumé? Eh bien parce qu'effectivement, le climat a été pris en compte, les éoliennes, et surtout je voudrais prendre un exemple. On attaque toujours la Chine, qui fait partie des pollueurs mondiaux, mais c'est aussi la première pays avec les énergies renouvelables, le photovoltaïque, les éoliennes, l'hydrogène. Et là, ils vont faire un nouveau barrage qui va donner de l'électricité à beaucoup de gens, j'ai plus le chiffre en tête, et ça qui est important, c'est que petit à petit, ça se construit. Et surtout, l'éolienne, le photovoltaïque, et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de vent et si la nuit? Eh bien maintenant, on peut stocker l'électricité. C'est ça qui est aussi nouveau. Donc on peut non seulement capter l'énergie du soleil, protéger les océans, mais en même temps, effectivement, se donner les moyens d'améliorer le climat. Voilà, donc les solutions aux problèmes climatiques ne sont pas toujours là où on les attend. Merci beaucoup Daniel Boeri d'avoir été notre invité pour nous parler de votre livre dont je rappelle le titre « La planète a besoin de nous » aux éditions Les Trois Colonnes. Merci à vous. Je vous remercie. Hier soir, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a accueilli une nouvelle édition de la Nuit des Étoiles, un rendez-vous désormais incontournable pour les passionnés d'astronomie. Pour le comprendre, voyez ce sujet signé Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Sur la terrasse du musée, plus de 120 curieux s'étaient donné rendez-vous, les yeux rivés vers le ciel. À l'aide de télescopes haute définition, chacun a pu explorer les merveilles de notre système solaire et découvrir le musée d'anthropologie préhistorique sous un nouvel angle. Le but, c'est la visibilité aussi, faire venir du monde et faire venir surtout des gens qui n'ont pas l'habitude de venir au musée, puisque là, c'est un événement qui est un petit peu particulier. La Nuit des Étoiles, c'est quelque chose qui passionne beaucoup de monde, les étoiles, le ciel, l'astrologie, avec des explications en plus par des spécialistes. Donc ça leur permet en même temps de venir profiter d'un super cadre et de découvrir le musée pour certains peut-être qui ne connaissent pas du tout. L'événement était organisé en collaboration avec l'association d'astronomie Spica, fidèle partenaire du musée depuis plusieurs années. Eh bien, ce soir, on va pouvoir observer facilement notre plus belle planète du système solaire, c'est Saturne, avec ses anneaux qui seront un petit peu sur la tranche, donc moins bien visibles. Après Saturne, on va avoir le lever de la Lune, qui, elle, sera projetée sur la façade du musée. Le nom des cratères seront commentés et expliqués la vie de la Lune, quoi. Entre deux observations, les visiteurs ont aussi pu échanger avec des passionnés et mieux comprendre la relation entre les hommes préhistoriques et le ciel. Avis aux gourmands à présent, ce reportage est pour vous. Le restaurant Nobu Monte Carlo, situé au Fairmont, propose en cette fin d'année un omakase, un menu signature dans la pure tradition japonaise. Frédéric Elion et Julien Logier l'ont testé pour vous. C'est un véritable voyage culinaire, une expérience unique au restaurant Nobu Monte Carlo. Pour cette fin d'année, l'établissement situé au Fairmont propose depuis mi-octobre un nouvel omakase qui rend hommage à une tradition bien ancrée dans la culture japonaise. L'omakase momijigari, du coup, c'est un menu en 6 courses qu'on propose.
C'est sur une base automnale. Ça reste c'est un omakase qui suit quand même les lignes guides de la cuisine Nobu. Du coup, un mélange entre une cuisine japonaise et péruvienne, mais quand même avec une touche automnale. D'ailleurs, le momijigari, au Japon, ça veut dire littéralement la chasse aux feuilles rouges. Les momiji, c'est les feuilles d'érable. Un omakase, c'est un concept culinaire japonais, la traduction littérale « je vous laisse faire ». Le chef prépare donc des plats sur une base de produits frais, de saison, et le client ne sait pas à quoi s'attendre et lui fait confiance. On va avoir du coup bien sûr des sashimi, il va avoir de la viande wagyu, pour rester quand même sur le concept Nobu. Après on va travailler de la lotte, on va travailler de la courge en pickles, des betteraves, du coup des produits de saison. On va, comme j'ai dit, du coup, mélanger les produits de la saison avec quand même une empreinte de la cuisine Nobu. Prix de ce nouvel omakase signature, 170 € par personne, hors boisson. Un menu en 6 temps à découvrir jusqu'au 4 janvier au Nobu Monte-Carlo. Un nouveau rendez-vous à l'agenda, l'Institut audiovisuel de Monaco proposera jeudi une projection du film La photo retrouvée. Il s'agit d'un montage d'archives qui retrace l'enfance de son réalisateur, Pierre Primtens. Et c'est d'ailleurs en présence de ce dernier que le film sera projeté. Ce sera donc, je le rappelle, ce jeudi 13 novembre à 19 h dans la petite salle de l'Institut. Pour explorer la philosophie de cette œuvre, Estelle Massé, la responsable de l'action culturelle de l'Institut, a répondu aux questions de Fabien Bonilla. Estelle Massé, bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors aujourd'hui, on parle d'une projection dans la petite salle de l'Institut. Le titre du film, c'est La photo retrouvée de Pierre Primtens, un film de 2024. Alors le titre du film intrigue. Qu'est-ce que l'on va voir concrètement ? Une quête, on va dire, ouais. Puisqu'il faut bien la retrouver, cette photo. Et pour que ce soit l'objet d'un titre de film, c'est que cette photo, elle manque et que c'est le problème du début du film. Ça manque à sa vie, en fait. Voilà, ça manque à sa vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il la retrouve. Donc c'est un film quelque part positif. Ouais. Ça parle de quoi, concrètement ? Quelle est l'histoire de ce film ? Si j'ai bien compris, c'est un réalisateur qui utilise des images qui ne sont pas les siennes et il raconte sa vie. Tout à fait. Donc l'histoire, c'est bien celle-ci. Après, en tant que spectateur, on découvre petit à petit. Mais il y a bien au centre un réalisateur, un cinéaste, qui est en même temps le personnage principal du film et qui est aussi le narrateur du film. Donc voilà. Mais je dirais que quelque part, on assiste en tant que spectateur à la construction d'une personne qui cherche en fait dans ses souvenirs d'enfance. Un enfant, un jeune homme, un adulte. C'est ça. On assiste à sa construction ou sa reconstruction. Et ça, c'est assez poignant d'assister à ça, surtout quand on comprend très vite que c'est pas une histoire simple, qu'elle est faite de... pas une vie facile. Non, mais c'est surtout qu'elle est faite de rupture. En fait, sans cesse, on efface un peu ce qu'il a été jusque-là. Et donc, quand il devient adulte et qu'il se dit « c'est pas possible, il faut que je fasse ce fameux... travail thérapeutique pour essayer de classer tout ça. Il va s'appuyer, donc avec ce film-là, il va s'appuyer sur vraiment un travail de reconstruction. C'est comme je n'ai plus rien, et il y a un moment, il raconte... Parce qu'il n'a aucune image, en fait, de c'est ça. Et on comprend à un moment, dans une scène du film qui est magnifique, qu'il y a eu des images de sa prime enfance, mais qu'il y a un moment, une scène, il se rappelle d'une scène où, qu'on connaît tous, le projecteur dans une maison de famille va rejouer les films de la vie. Et là, le père, ce fameux père dans le film, balance le projecteur et détruit tous les films qu'il y avait. Donc cette scène-là, elle montre bien qu'il faut les retrouver, ces images perdues. Et donc, comme il n'en a plus, c'est avéré, plus aucune photo n'est rien, il va puiser dans des films de famille, mais qui sont d'autres familles. C'est hyper original de raconter sa vie avec des images qui ne sont pas du tout les siennes, mais est-ce qu'il réinvente sa vie ou c'est sa vie? C'est autobiographique? Alors c'est réellement autobiographique.
Mais c'est vrai que les films de famille regorgent d'histoires, enfin de moments de famille souvent joyeux. Hein. On dit toujours que les malheurs sont hors champ dans les films de famille. Ce film en est la preuve. Mais voilà, il va pas chercher dans ces images d'avoir toujours le même petit garçon qui est toujours le même physique, etc. Hein. C'est pas de l'illustration pure et simple. C'est plutôt des émotions et des moments de vie qui sont saisis dans ces images-là. Allons voir donc la photo retrouvée dans la petite salle de l'Institut le jeudi 13 novembre. Merci Estelle. Je vous en prie. Merci. Elle me prépare du riz au lait que j'aime bien. Elle me serre fort dans ses bras. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour vos prévisions météo. Demain, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthier recevra le footballeur monégasque Grégory Campi. Et à 19h, Christophe Paco vous accueillera pour un nouveau JT. Excellente soirée sur Monaco Info et à bientôt. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, bonne nouvelle, la semaine va démarrer avec une journée plutôt lumineuse. Demain matin, le ciel sera dégagé, puis légèrement voilé au fil des heures, avec des températures qui démarreront autour de 11 degrés et grimperont jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi. Si vous en connaissez, pensez à souhaiter une bonne fête aux Léons. Ils seront à l'honneur ce lundi 10 novembre. Pour l'anecdote, ce prénom signifie le lion. Et s'il a connu ses meilleurs scores au 19e siècle, aujourd'hui c'est sa variante Léo qui prend le relais. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.